Tu veux de l'argent. Tout le monde en veut. Mais laisse-moi te poser une question essentielle. Es-tu vraiment prêt à le recevoir? Parce que vouloir de l'argent et être prêt pour l'argent, ce sont deux mondes totalement différents. Beaucoup rêvent de richesse, mais très peu sont capables de la gérer, de la conserver et de la faire grandir. Certains gagnent beaucoup et perdent tout. Pourquoi? Dans cette vidéo, je vais te révéler la différence cruciale entre le désir et la préparation, entre le rêve et la réalité. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait changer ta relation à l'argent pour toujours. 1. Vouloir de l'argent est facile. Vouloir de l'argent est sans doute l'activité mentale la plus partagée sur cette planète. C'est un désir primaire, presque biologique, car l'argent représente dans notre société moderne la survie, l'accès aux ressources et la validation sociale. Cependant, il y a une distinction fondamentale entre le désir passif et l'aspiration active. La plupart des gens confondent l'envie de posséder avec la volonté de bâtir. Dire « je veux être riche » est un acte gratuit qui ne coûte rien en termes d'énergie ou de sacrifice. C'est une fantaisie dopaminergique qui nous permet de nous évader momentanément d'une réalité parfois médiocre, mais qui, en fin de compte, ne modifie en rien la trajectoire de notre vie. Le piège de la convoitise simple réside dans son apparente noblesse. On se persuade que parce que l'on désire ardemment une vie meilleure, on mérite de l'obtenir. Pourtant, l'univers est indifférent à nos désirs s'ils ne sont pas traduits en une monnaie d'échange concrète, la valeur ajoutée. Vouloir l'argent sans vouloir le processus qui le génère est une forme d'illusion cognitive. C'est comme vouloir la médaille d'or sans vouloir l'entraînement à l'aube, ou vouloir un corps athlétique sans accepter la douleur des dernières répétitions à la salle de sport. Ce désir superficiel agit comme un anesthésiant. Il nous donne l'impression de progresser vers un but alors que nous restons immobiles sur le canapé de nos ambitions. Beaucoup utilisent le mot « vouloir » comme un bouclier contre l'autocritique. Ils se disent « si je n'ai pas d'argent, c'est parce que le système est injuste, ou parce que je n'ai pas eu de chance, car Dieu sait combien je le veux. » Cette mentalité de victime transforme le désir en une preuve de mérite moral. Or, l'argent n'a pas de moralité. Il suit des lois mécaniques et économiques. Il ne répond pas aux prières des nécessiteux. Il répond aux besoins des consommateurs et aux solutions des entrepreneurs. Tant que le vouloir reste une émotion et non un moteur de changement comportemental, il demeure une entrave plutôt qu'un atout. La culture de la gratification instantanée a exacerbé ce phénomène. Nous sommes bombardés d'images de succès rapides, de gains crypto miraculeux et d'héritiers affichant un luxe ostentatoire. Cela renforce l'idée que l'argent est quelque chose que l'on obtient par hasard ou par droit de naissance, plutôt que quelque chose que l'on attire par sa compétence. Cette focalisation sur le résultat final oblitère la réalité du travail acharné. Pour passer du stade de celui qui veut à celui qui obtient, il faut tuer le rêveur en soi pour laisser place au bâtisseur. Il faut accepter que le désir seul est une forme de paresse mentale. Enfin, vouloir de l'argent de manière obsessionnelle sans comprendre les mécanismes de sa création mène souvent à des décisions désastreuses. C'est ce désir vide qui pousse les gens vers les jeux de hasard, les systèmes de Ponzi ou les raccourcis éthiques. Parce qu'ils veulent l'argent mais ne sont pas prêts à devenir la personne capable de le générer sainement, ils cherchent des sorties de secours qui finissent par les emmurer davantage dans la pauvreté. La véritable richesse commence au moment où l'on cesse de regarder le montant sur le compte en banque pour commencer à regarder la qualité de ses propres actions quotidiennes. 2. Être prêt pour l'argent exige une transformation. Être prêt pour l'argent est un état d'être qui précède souvent l'arrivée de la richesse elle-même. C'est une préparation psychologique et structurelle qui garantit que, lorsque les ressources arriveront, elles seront multipliées plutôt que gaspillées. La plupart des gens pensent que l'argent résoudra leurs problèmes de caractère, alors qu'en réalité, il les expose au grand jour. L'argent est un amplificateur de personnalité. Il rend le généreux plus philanthropique, mais il rend aussi l'imprudent plus dangereux pour lui-même. Si vous n'avez pas de structure interne avant de posséder des actifs,
l'afflux de capital ne fera qu'accélérer votre chute vers le chaos. Cette transformation exige une révision complète de votre gestion du temps. Être prêt signifie comprendre que le temps est votre ressource la plus précieuse, bien plus que l'argent lui-même. Les personnes qui ne sont pas prêtes voient l'argent comme quelque chose qu'on échange contre du temps de divertissement. Les personnes prêtes voient l'argent comme un outil pour racheter leur temps, afin de se concentrer sur des activités à plus haute valeur ajoutée. Ce changement de paradigme nécessite de dire non à la distraction, de sacrifier les soirées inutiles et de se discipliner pour étudier les marchés, les psychologies humaines et les systèmes de gestion. L'aspect émotionnel de cette transformation est tout aussi crucial. L'argent apporte avec lui un nouveau lot de pression, la peur de la perte, la jalousie des pairs et la complexité des décisions d'investissement. Si vous n'avez pas travaillé sur votre stabilité émotionnelle, vous prendrez des décisions basées sur l'adrénaline ou la peur. Être prêt, c'est avoir développé un thermostat financier interne. Si votre thermostat est réglé sur la survie, vous dépenserez inconsciemment tout surplus pour revenir à votre zone de confort de manque. Il faut donc reprogrammer son identité pour se voir comme quelqu'un qui gère naturellement l'abondance sans s'en excuser ou s'en effrayer. Il y a aussi une dimension de responsabilité radicale. Beaucoup de gens rêvent de richesse pour ne plus avoir de compte à rendre. C'est une erreur fondamentale. Plus vous avez d'argent, plus vous avez de responsabilités envers vos employés, vos partenaires, vos clients et le fisc. Être prêt pour l'argent, c'est accepter de porter un fardeau plus lourd. C'est comprendre que chaque euro est un soldat que vous envoyez au combat. Si vous ne savez pas commander vos soldats, ils mourront ou déserteront. La préparation consiste donc à apprendre la stratégie avant d'avoir l'armée. La transformation passe également par l'éducation financière pure. On ne peut pas être prêt pour ce qu'on ne comprend pas. Lire des bilans, comprendre les intérêts composés, savoir différencier un actif d'un passif. Ce ne sont pas des options, ce sont des prérequis. Sans cette base, l'argent n'est qu'un invité de passage. Devenir prêt, c'est transformer son esprit en un réceptacle capable de contenir et de faire fructifier la richesse. C'est un processus solitaire, souvent ingrat, qui se déroule dans l'ombre bien avant que les projecteurs du succès ne s'allument. 3. La discipline précède la richesse. La discipline est le pont entre l'ambition et l'accomplissement. Sans elle, le talent n'est qu'un potentiel gâché et les opportunités ne sont que des occasions manquées. Dans le contexte de la richesse, la discipline commence par la maîtrise des impulsions. Nous vivons dans une économie conçue pour nous faire dépenser avant même d'avoir gagné. Résister à l'achat d'impulsion, à la dernière tendance technologique ou au besoin de paraître riche avant de l'être est la première forme de discipline financière. C'est la capacité de différer la gratification qui sépare systématiquement ceux qui accumulent du capital de ceux qui accumulent des dettes. La discipline de l'apprentissage est le second pilier. Les riches ne sont pas seulement chanceux, ils sont souvent les personnes les plus informées dans leur domaine. Cela demande une rigueur quotidienne. Lire, analyser, se former même quand on est fatigué ou que le sujet semble aride. Cette discipline intellectuelle permet de voir des schémas que les autres ignorent. Alors que la masse cherche le divertissement, l'individu discipliné cherche l'instruction. Il comprend que la connaissance est le levier le plus puissant pour multiplier ses efforts. Chaque heure passée à apprendre est un investissement dont le rendement sera perçu des années plus tard. Ensuite, il y a la discipline opérationnelle. C'est la constance dans l'exécution. Beaucoup de gens commencent des projets avec enthousiasme, mais peu les terminent avec excellence. La richesse est rarement le fruit d'un coup de génie isolé, mais plutôt le résultat d'une série d'actions banales répétées avec une précision impeccable sur une longue période. C'est se lever à 5 heures du matin pour travailler sur son entreprise secondaire, c'est tenir sa comptabilité au centime près, c'est relancer un client pour la 10e fois. La discipline transforme l'intention en habitude, et l'habitude transforme le caractère en destin. Un aspect souvent négligé est la discipline relationnelle.
Savoir s'entourer des bonnes personnes et surtout savoir dire non aux personnes toxiques ou distrayantes demande une force de caractère immense. La richesse exige de protéger son environnement et son énergie. Si vous n'avez pas la discipline de couper les ponts avec ceux qui tirent votre ambition vers le bas, vous ne décollerez jamais. Votre entourage définit votre norme. Si votre norme est la médiocrité, votre discipline s'étiolera. Être discipliné, c'est aussi être sélectif sur qui a accès à votre temps et à votre esprit. Enfin, la discipline de gestion est le test ultime. Si vous méprisez les petits montants, vous ne serez jamais digne des grands. La gestion rigoureuse d'un petit budget est l'entraînement nécessaire pour la gestion d'un empire. Celui qui ne sait pas épargner 10 € sur 100 n'épargnera jamais 1000 € sur 10 000. La discipline financière n'est pas une question de chiffres, c'est une question de principe. En respectant chaque centime, on développe un respect pour le travail et la valeur qui sous-tendent cet argent. C'est ce respect qui finit par attirer la fortune de manière durable. 4. La relation émotionnelle à l'argent. Notre relation à l'argent est souvent le miroir de nos blessures d'enfance, de nos insécurités et de notre ego. Pour beaucoup, l'argent n'est pas qu'un moyen d'échange, c'est un substitut à l'amour-propre ou un bouclier contre l'anxiété. Cette charge émotionnelle est le plus grand obstacle à la richesse réelle. Si vous voyez l'argent comme votre seule source de valeur, vous deviendrez un esclave de sa fluctuation. La peur de perdre ce que l'on possède peut paralyser la prise de décision, empêchant ainsi les investissements nécessaires à la croissance. Une relation toxique avec l'argent se manifeste par une oscillation constante entre l'avarice maladive et la dépense ostentatoire. Être prêt pour la richesse exige une neutralité émotionnelle. L'argent doit être perçu pour ce qu'il est, un flux d'énergie froide. Il n'est ni bon ni mauvais, il est simplement efficace ou inefficace. Lorsque vous gagnez une somme importante, une réaction d'euphorie excessive peut être aussi dangereuse qu'une dépression en cas de perte. L'euphorie mène à l'excès de confiance et à la prise de risques inconsidérés, le syndrome du joueur qui ne peut pas perdre. À l'inverse, l'effondrement émotionnel face à une perte empêche d'analyser l'échec pour en tirer des leçons. La stabilité est la marque du professionnel de la finance. Il existe aussi une culpabilité inconsciente liée à l'argent, souvent héritée de schémas familiaux ou culturels. Si vous croyez secrètement que l'argent est la racine de tout mal, ou que les riches sont des gens malhonnêtes, votre subconscient sabotera chaque opportunité de succès pour vous maintenir dans une pureté de pauvreté. Réconcilier sa morale avec son ambition est une étape indispensable. Il faut comprendre que l'argent est neutre et que c'est la main qui le tient qui lui donne une direction. En purifiant votre relation émotionnelle, vous cessez de combattre vos propres efforts. L'argent est également utilisé comme un outil de validation sociale. Dans ce cas, la relation est basée sur le regard de l'autre. On dépense pour impressionner des gens qu'on n'aime pas avec de l'argent qu'on n'a pas. Ce besoin de validation est un puits sans fond qui dévorera toute fortune, aussi grande soit-elle. Être émotionnellement prêt pour l'argent, c'est avoir un ego suffisamment solide pour ne pas avoir besoin de signes extérieurs de richesse pour se sentir exister. Paradoxalement, c'est quand on n'a plus besoin de paraître riche qu'on a le plus de chances de le devenir et de le rester. Enfin, la peur du manque est une émotion qui repousse l'argent. Elle crée une mentalité de rareté qui ferme l'esprit aux solutions créatives. Celui qui agit par peur ne voit que les risques, jamais les asymétries positives. Cultiver une relation saine, c'est passer de la peur à la gratitude et de la rétention à la circulation. L'argent doit circuler pour croître. Si vous le serrez trop fort contre vous par peur qu'il ne s'échappe, vous étoufferez votre capacité à en attirer davantage. La fluidité émotionnelle permet d'aborder les transactions avec clarté et sérénité, des atouts majeurs dans le monde des affaires. 5. La valeur attire l'argent. L'une des lois les plus fondamentales de l'économie est que l'argent suit la valeur. Nous avons tendance à l'oublier parce que nous sommes focalisés sur nos propres besoins et factures. Mais le marché ne se soucie pas de vos besoins. Il se soucie de ce que vous apportez à la table. Si vous voulez augmenter vos revenus,
Vous devez augmenter votre utilité pour le monde. Cela signifie résoudre des problèmes plus complexes, toucher plus de personnes, ou devenir irremplaçable dans une niche spécifique. L'argent est simplement l'écho de la valeur que vous avez projetée dans la société. Devenir une personne de valeur demande de cultiver des compétences rares et difficiles à acquérir. Dans un monde saturé de compétences génériques, la spécialisation ou la combinaison unique de talents est la clé. Si n'importe qui peut faire ce que vous faites, vous serez payé au prix le plus bas possible. Si, en revanche, vous possédez une expertise qui résout une douleur aiguë pour une entreprise ou une clientèle, le prix devient secondaire par rapport à la solution. L'investissement en soi-même est donc le placement financier le plus rentable, car il augmente votre capacité de production de valeur à vie. La création de valeur ne se limite pas aux compétences techniques, elle englobe aussi l'éthique de travail et la fiabilité. Dans un marché rempli de personnes qui font le strict minimum, faire un effort supplémentaire, extra mile, crée une valeur différentielle immense. La confiance est une monnaie rare. Être celui sur qui on peut compter, celui qui livre avant l'échéance, celui qui dépasse les attentes, c'est construire un actif immatériel qui finira par se transformer en opportunité financière majeure. Les opportunités ne sont rien d'autre que des personnes qui ont de l'argent et qui cherchent quelqu'un de confiance pour les aider à le multiplier. Il faut également comprendre l'échelle de la valeur. Vous pouvez être la personne la plus compétente au monde. Si vous ne résolvez le problème que d'une seule personne à la fois, votre revenu sera plafonné par votre temps. Les personnes prêtes pour la grande richesse apprennent à industrialiser ou à numériser leur valeur. Elles créent des produits, des systèmes ou des contenus qui travaillent pour elles pendant qu'elles dorment. Passer d'une valeur linéaire, temps contre argent, à une valeur exponentielle est la transition ultime. Cela demande de passer de l'exécution à la conception de systèmes. Enfin, l'argent fuit ceux qui le chassent avec désespoir, car le désespoir est souvent le signe d'une absence de valeur réelle. Quand vous courez après l'argent, vous êtes en position de faiblesse. Quand vous vous concentrez sur le fait de devenir une personne d'exception, les opportunités viennent à vous. C'est le concept de l'attraction par l'excellence. Plutôt que de frapper à toutes les portes pour mendier une augmentation, construisez un jardin si magnifique que les papillons, l'argent, viendront s'y poser naturellement. La richesse durable est la conséquence inévitable d'un homme ou d'une femme qui s'est rendu indispensable à son prochain. Alors pose-toi la question honnêtement. Veux-tu simplement de l'argent? Ou es-tu prêt à devenir la personne capable de le garder, de le multiplier et de l'utiliser intelligemment? La richesse commence toujours à l'intérieur avant d'apparaître à l'extérieur. Travaille sur toi, élève ton niveau, développe ta discipline, et l'argent suivra. Si ce message t'a parlé, reste engagé, car le prochain pas vers ta transformation commence maintenant.